On est place du Luxembourg, hein, le cœur de l'Europe où sont toutes les institutions, avec le Parlement européen derrière nous. Et voilà, il y a énormément de monde, beaucoup de tracteurs et je me pose pas mal de questions sur les possibilités que ce mouvement aboutisse enfin à quelque chose. On pense aux gilets jaunes qui ont été totalement étouffés, la révolte est réprimée de manière violente. En France, on pense au convoi des libertés ici qui n'avait même pas pu passer, des barrages étaient partout. Et on constate ici que les agriculteurs sont remontés, mais que les policiers les ont laissés passer. Et voilà, on craint, les gens, certains pensent que c'est déjà gagné, on n'est qu'au début. Et on est ici avec deux agriculteurs qui vont se présenter. Et on va un peu parler du métier avec eux. C'est quoi l'agriculture, c'est quoi le rêve, c'est quoi les freins d'un métier où des agriculteurs se suicident tous les jours. Et où de plus en plus de terres sont concentrées entre quelques mains. Grégory. Bonjour Alexandre. Présente-toi. Je suis maraîcher en permaculture et formateur. Et je produis des légumes, mais je fais aussi beaucoup de formations de maraîchage en permaculture. Et voilà. Je m'appelle Jonathan Chabert, je suis paysan dans les Côtes-d'Armor, donc en Bretagne, en France, en agriculture biologique. Voilà. Je suis membre de la Confédération paysanne, je suis membre du comité national. Donc en fin de compte, vous êtes deux agriculteurs qui ont déjà basculé dans un nouveau modèle. Quelque part, j'ai un ami qui m'a dit un jour qu'il était mieux de bâtir le monde de demain que de travailler sur le monde d'hier qui était un peu aux abois. Et force est de constater qu'ici et maintenant, il y a quand même beaucoup de confusion. Vraiment beaucoup de confusion. Peut-être, comme tu dis, des choses qui sont reprises par certains syndicats ou compagnies. Et donc, il y a beaucoup de confusion dans tout ça. Mais d'après le sondage que j'ai fait ces derniers jours dans le mouvement paysan dont je fais partie, et autour de moi chez les agriculteurs ou même chez les citoyens, force est de constater qu'il y a quand même un fil conducteur dans tout ça, c'est que tout le monde défend aussi son travail et sa condition de vie. Force est de constater qu'avec les lois du Mercosur et des libres-échanges, on produit des légumes, nous, qui sont en dessous, je veux dire, on ne peut pas être compétitif avec l'agro-industrie qui fait venir des produits du bout du monde à des bas prix et qui a un réseau pour le vendre à bas prix. Et c'est vrai qu'il y a une conscientisation qui doit se faire, malgré cette confusion. Moi, ce que je dirais, c'est par rapport à ce que je sais, c'est par rapport à ce que je fais, c'est que le citoyen doit retourner vers aussi une consommation peut-être plus locale et plus circulaire, et qu'il doit y avoir plus de petits producteurs pour nourrir les villages. Ouais, mais il faut des changements politiques, sinon c'est un peu le greenwashing où il faut que les consommateurs changent, mais on sait très bien que tant qu'il n'y a pas un changement politique, et on sait très bien que derrière, ils vont rien faire au Parlement. Les Verts, Saskia Bricmont a voté, les Verts ont voté en masse pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Récemment, c'était avec le Chili, donc ils sont tous pour le libre-échange, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout à fait. Et c'est là que, simplement, comme me l'a fait lire Philippe ce matin sur un papier qu'il a écrit, c'est vrai que quand on voit la quantité des taxes et des charges qui sont appliquées pour nous, les petits et les gros producteurs, il n'y a pas possible de survivre. Et c'est vrai qu'il faut que les politiques, par exemple, c'est une idée que m'a donné un ami, c'est de taxer sérieusement les produits importés du bout du monde et de diminuer les taxes pour les petits producteurs ou les producteurs locaux pour favoriser justement la production locale. Et la Belgique est un des plus gros pays importateurs au niveau de l'alimentation et on produit énormément de blé, de céréales et de machin pour les combustibles ou pour nourrir les vaches. Ouais, avec des produits qui contiennent du phytosanitaire, du chimique qui est importé et permis, alors qu'ici on ne peut pas les utiliser. Mais on pourrait croire parfois que certains agriculteurs disent nous aussi on voudrait bien les utiliser. Il y a de ça aussi, quoi. Il y a cette contradiction aussi. Alors d'abord, on y avait la question du modèle. Je crois que l'agriculture paysanne, c'est le modèle dominant actuel. 80% de l'agriculture mondiale n'est pas mécanisée. 80% des agriculteurs dans le monde nourrissent plus de 3/4 de la population aujourd'hui. Donc la surproduction aujourd'hui, elle contribue à la faim dans le monde. Le modèle industriel contribue à l'appauvrissement et à la faim dans le monde. Je rappellerai la phrase de Jean Ziegler, qu'un enfant qui meurt de faim est en réalité assassiné. Voilà. Donc le modèle dominant, il est actuel. Nous faisons partie du modèle dominant, non pas pour dominer les autres, mais pour dire qu'on est capable de nourrir nos semblables grâce à une agriculture paysanne, grâce à une... mécanisée, non mécanisée, peu importe. L'outil de l'attraction est un détail. On est capable de nourrir la population par un modèle agroécologique paysan. Et pour ce faire, 3 mots, 3 notions.
protéger, installer, socialiser. Protéger par la capacité, et je tiens à le rappeler que la FUGEA, donc le syndicat belge, a réussi à obtenir des aides couplées pour soutenir le maraîchage en Belgique. Les Espagnols ont réussi à mettre en place un corpus législatif pour protéger l'agriculture locale. Je pourrais citer plein d'exemples comme ça. La Roumanie a mis en place une aide pour les petites fermes, donc la capacité d'avoir un tissu rural en possibilité de nourrir la population locale, protégée encore par des prix planchers. On a besoin de régulation sur les marchés internationaux. On doit s'opposer aux accords de libre-échange, pas pour fermer des frontières, mais pour que les échanges soient justes et on sera capable de les obtenir. Installer, parce que comme l'a dit le collègue tout de suite, sans paysannes et sans paysans ça ne marche pas. Donc il faut installer des paysans partout. Et enfin, garantir l'accès, ça c'est une demande de la Confédération paysanne, l'accès à l'alimentation pour toutes et tous, car en effet, ça a été souligné tout de suite, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de la faim dans nos pays dits industrialisés, dits occidentaux, ailleurs dans le monde également. Donc garantir l'accès à l'alimentation, c'est une nécessité pour que ce trio y tienne. Donc il va falloir aussi que plus de gens mettent leurs mains dans la terre, quoi. Il va falloir que plus de... C'était combien de pourcents au début du 20e et avant de paysans, même dans les années 50 en France? Je crois que c'était énorme. En 1950, on était à peu près 2 millions. En 1980, 1 million. Aujourd'hui, on est 388 000. Et en pourcentage, c'était... Aujourd'hui, on est à 1%. Ouais, 1%. En 1980, donc si on était 1 million de paysans, si je fais le ratio rapide, on était à moins de 10%. Autour de 10%. Donc effectivement la courbe est descendante, mais parce qu'on on ne se résigne pas, parce qu'on est acteur, parce qu'on agit ici, à Bruxelles, à Paris, dans les campagnes, on peut y arriver et installer des gens. Ça demande de la bagarre, ça demande de l'obstination, mais on peut y arriver. Donc il y a moyen de faire l'agriculture respectueuse des sols, respectueuse de l'homme, qui ne détruit pas la nature et qui nourrit tout le monde. Bah, c'est possible, en fait c'est ce qui se passe. Ils essaient de nous faire croire ici, un peu c'est ça, hein, qu'il n'y a que l'agriculture intensive et d'acheter de l'agneau en Nouvelle-Zélande, 18 000 km, hein, il faut quand même le dire. Ils essayent de nous faire croire, mais... On le prouve en permaculture, excuse-moi, on le prouve en permaculture que sur des petites surfaces, on peut produire énormément et produire avec beaucoup de diversité et justement protéger et favoriser la biodiversité. Parce que les monocultures, moi je ne vais pas critiquer, mais elles ont prouvé à quel point elles appauvrissaient les sols. Et en permaculture, ok, on travaille sur des plus petites surfaces, on peut travailler sur des plus grandes surfaces à plus de gens, avec des animaux, avec même un peu de machines, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une chose dont je voulais parler aussi. Merci à mon collègue de toutes ces précisions et positives et encourageantes. Il en faut. Ça fait du bien de les entendre. Mais c'est vrai qu'il y a une chose qui s'est passée aussi au fil des décennies, c'est une déconnexion à la terre. Les paysans eux-mêmes et beaucoup de producteurs, toute la population, ouais. de toute la population, il y a une déconnexion au niveau de la terre, une déconnexion au niveau du respect de la terre, une déconnexion au niveau des animaux, des insectes. Et c'est vrai que moi je défends le principe de la permaculture où on voit que sur des petites surfaces, on peut produire énormément de légumes, créer des espaces de fruits, de plantes, de tout ce qu'on veut et de créer des Édens, de créer des paradis. Moi là où je vis, j'ai créé un petit paradis. Mais c'est quelque chose que je veux promouvoir, c'est les micro. On passera voir d'ailleurs. Quand vous voulez. Et maintenant, j'accueille des enfants, je fais des potagers dans les écoles, je donne des formations, je donne des stages, parce qu'il y a quand même une vraie éveil des consciences qui est en train de se passer. Et c'est bien d'en parler aussi, où les gens sont en train de se rendre compte, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, que les enfants ne savent plus d'où viennent les légumes, ne savent plus d'où viennent les fruits, ne connaissent même plus... Ils sont malades de la malbouffe, quoi. Voilà, et les grands aussi. Les jeunes ne savent même plus reconnaître un arbre, pas pour beaucoup que je connais. Même moi, j'ai dû les réapprendre il n'y a pas longtemps. Mais il y a une déconnexion au niveau de la terre, au niveau de notre mère Pachamama qui nous nourrit. Et donc, c'est vrai que la surproduction et la pulvérisation, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Comment créer une lutte transversale avec différents... Bon, on a vécu le Covid là, pendant 3 ans, c'était un délire. Est-ce que les agriculteurs ici défendent leur beefsteak ou il y en a beaucoup qui se rendent compte que c'est un modèle général, que ça soit ce qu'on nous a fait pendant 3 ans avec le Covid, les confinements, les masques et tout ça qui ont des effets délétères incroyables, ce qu'on a fait aux Gilets jaunes en France, est-ce que les agriculteurs ont une sorte de conscience politique dans le bon sens du terme? Je rappellerai brièvement, si on arrive à couvrir avec la klaxon, je rappellerai brièvement 2 choses. L'ouvrage de Pierre Kropotkin, L'entraide, un facteur de l'évolution. On a effectivement surmédiatisé le confinement, l'enfermement, l'isolement, etc. Mais il y a une force formidable qui est libérée. On peut le voir depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis quelques mois, depuis quelques jours. Il y a des liens énormes qui se sont faits. Mais l'entraide, c'est le facteur dominant.
La coopération, c'est le facteur dominant. La capacité de trouver des solutions collectives, c'est le facteur dominant. Donc les organisations collectives internationalistes, comme la Via Campesina, proposent ces alternatives, les construisent, les défendent et les obtiennent. Je tiens à le dire, et les obtiennent. Des freins par rapport aux accords de libre-échange, on les a obtenus. La Déclaration universelle des droits paysans et des populations rurales, on les a obtenus. Donc il y a quand même eu des victoires sur le plan international qui ont des découlements et des redescentes dans les corpus législatifs. Ça prend du temps, je suis d'accord. Il faut des efforts, mais on peut y arriver et on va y arriver. Donc l'effort, l'entraide, c'est l'autre loi de la jungle. La coopération, ça fonctionne de façon permanente. Cette fois-ci, c'est la bonne? On verra demain. Et alors, c'est quoi le rêve de l'agriculteur, le métier de rêve, en fait? Parce que c'est un beau métier, en fait. Hein. Ben, on en est venu au fait que paysan est devenu une insulte. Hein. C'est incroyable dans nos sociétés. Non, mais je veux dire, dans le langage commun, ça le paysan, alors que c'est un super métier. C'est en train de changer. Les gens se rendent compte. C'est quoi le métier? L'agriculteur, il rêve de quoi pour être heureux? La réponse est dans la question. L'agriculteur, il rêve d'être heureux. Moi, je rencontre des gens heureux tous les jours, qui ont des difficultés, qui travaillent beaucoup, oui, d'accord, mais qui rêvent d'être heureux. Et on peut être heureux, se relier aux autres, voir les gens qui nourrissent, les gens qui disent merci, c'est une réalité. Oui, effectivement, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne comprennent pas, d'accord, c'est vrai. Mais c'est un métier qui permet d'être heureux, de se relier aux autres, et avec des réalités pas toujours très agréables ou, par rapport au climat, par rapport à des difficultés techniques, etc. C'est vrai, mais aussi un métier qui a des satisfactions multiples de travail avec la nature, de travail avec l'animal, de travail avec l'autre et de construire quelque chose. Maintenant, je vais devoir vous laisser. Parce que... Merci beaucoup en tout cas. Mais je dirais que dans... Merci. Hein. Je dirais, mais dans le monde paysan, il y a le monde paysan comme il dit, dont on fait partie, et il y a le monde des agriculteurs. Et les agriculteurs, malheureusement, comme je disais, ils sont souvent dans leur tracteur tout seuls. Ils ont des charges incroyables. Ils travaillent énormément. Ouais, et puis la mécanisation, c'est aussi un paradoxe parce qu'on la voit tous ici avec leur tracteur. Mais il faut savoir quand même que le tracteur, il arrive en France avec le plan Marshall. Un des premiers tracteurs sont achetés aux États-Unis. C'est l'endettement. Ça crée l'individualité. Et ça crée l'endettement, une augmentation des surfaces qu'on ne peut plus traiter, donc on traite avec du phytosanitaire qui est quand même le produit des guerres, puisque on sait que l'agent orange était utilisé au Vietnam et qu'après on en a fait des pesticides, Monsanto et toute la bande. Donc il y a beaucoup de paradoxes. Est-ce qu'on peut, Grégory, attendre, je repose la question, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ceux en face qui n'ont rien fait depuis des décennies et qui ont participé à la destruction des agriculteurs et l'agriculture? Mais même entre eux, en fait, il y a de la scission. En fait, il y a les anciens agriculteurs qui fonctionnent comme ils ont toujours fonctionné, en pulvérisant, en ayant beaucoup de bêtes, beaucoup de surfaces. Le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des grandes surfaces, qu'ils ont hérité de père en fils. Et le problème, c'est que ces agriculteurs, c'est pas un problème, je veux dire... Ils sont pris dans l'engrenage, quoi. Ils sont pris dans l'engrenage et ils ne sont pas prêts de lâcher leur terre. Je connais des agriculteurs qui ont 200 hectares et qui me disent qu'ils ne croient pas au bio, qu'ils croient au glyphosate. Et pourtant, c'est des mecs super sympas avec qui je peux parler plein de choses. Donc là, il y a un choc, je veux dire, il y a un blocage par rapport à ça. Ces anciennes croyances et les nouvelles envies des nouveaux paysans qui, eux, rêvent d'un monde meilleur. Ce qu'il y a, c'est que parfois, ces gros agriculteurs, ces gros producteurs, ils sont un peu dans leur coin, en famille, et je les trouve, je ne veux pas critiquer, on a besoin d'eux aussi, mais ils sont un peu en vase fermé, en clos fermé, et ils ne sont pas fort ouverts par rapport à... ils défendent un peu leur beefsteak, quoi. Voilà, et je peux le comprendre aussi. Donc il y a un choc un peu des cultures dans tout ça. Mais je pense que, comme l'a dit notre ami, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et il y a une sensibilisation chez eux aussi qui se passe. Et je pense que quand les anciens partiront, avec leur vieux système, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui pourront changer. Merci Grégory. Avec plaisir. Merci Alex. Bon, on est toujours place du Luxembourg où un dirigeant de la FUJA vient de parler sur le podium avec HK qui suit et qui nous dit que les dirigeants nous mentent dans sa chanson, on lâche rien, alors que le vice-président de la FUJA nous dit qu'ils ont rencontré Louis Michel et Charles Michel et qu'il leur a promis des miettes, quoi. Des miettes. Chaque jour en respectant la terre et le vivant, solidaire et vivant, dit la chanson. On va y aller.
Bonjour. Vous êtes vice-président de la FUGEA? Oui, mais je suis occupé déjà. Ouais, mais juste 2 secondes. Vous avez parlé, il y a une délégation. Je ne suis pas vice-président, je suis porte-parole. Un porte-parole, qu'une délégation de la FUGEA vient de rencontrer Charles Michel. Mais qu'est-ce qu'on peut encore attendre de Charles Michel et de... Pas grand-chose. On est bien d'accord. On est d'accord? On est d'accord. Il y a beaucoup, j'ai interviewé beaucoup de... Notre plus grand reproche à l'Europe, c'est son ultralibéralisme. Ben, ils viennent de signer des accords avec Nouvelle-Zélande, les Verts aussi, d'ailleurs, Saskia Brigmont, avec le Chili. Il y a beaucoup ici d'agriculteurs, de jeunes qui n'osaient pas témoigner, mais qui disaient qu'ils ont l'impression de s'être fait avoir, d'avoir été nassés sur la place du Luxembourg, alors que tout se passait place Schuman, et qu'ils ont le sentiment d'être coincés, en fait, alors qu'ils avaient plein d'espoir. En fait, le seul petit espoir qu'on peut avoir, c'est que le Conseil des ministres, donc les représentants nationaux, reprennent du pouvoir sur la Commission. Mais la Commission, elle est ultralibérale et c'est pas les libéraux de notre pays qui vont y changer quelque chose. De Croo et le ministre de l'Agriculture fédéral ne nous ont même pas laissé le moindre doute là-dessus. Il faut peut-être que les règles du jeu changent et que le peuple reprenne le pouvoir, la population, les citoyens. Et les agriculteurs notamment. C'est pour ça qu'il était important qu'il y ait des gens à la place du Luxembourg, à Schuman et tout partout ailleurs. C'est le seul moyen. Merci, merci. Voilà, à la fin, quand on n'a rien, on se contente de peu. Et il le dit lui-même qu'ils n'attendent pas beaucoup. Merci. On va faire mieux. Parce qu'on vient de filmer 26 minutes. Et là, le cadrage n'était pas très bon et donc tout a été effacé. Mais donc on fait le chemin en sens inverse et on vous réexplique tout ce qu'on a vu, les gens qu'on a interviewés qui nous disent qu'ils se sont fait avoir pour la plupart. Avec des tracteurs partout, dans toutes les rues, dans la rue du Luxembourg et toutes les rues perpendiculaires. Et un peu une impression de chaos ici. Et on se demande combien de temps ils vont rester là. Et certains qui nous ont dit ben, ce soir on bosse et on ne sait pas rentrer. Peut-être que c'est tous ceux qui ne veulent pas parler et qui ont les choses les plus intéressantes à dire. Un petit témoignage? Un petit témoignage? Pour la presse libre. C'est Kéros, hein? Non? Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous pensez du rassemblement aujourd'hui et de manière générale de ce qui se passe? On doit faire ça parce qu'au final, on nous laisse crever, nous. Hein. Tout le monde vit autour de nous, mais personne ne nous grée quoi que ce soit. Ouais, et là, il y a le porte-parole de la FUGEA qui vient de dire on a rencontré Charles Michel qui nous a promis... Mais c'est toujours des promesses. Et au final, c'est quoi à la fin? Ça fait des années que c'est des promesses et on a quoi? On n'a rien. Jamais rien. Vous n'avez pas l'impression de vous être un peu fait avoir? Ils vous ont confiné ici, place du Luxembourg. Il y en a qui ne savent même plus sortir. Alors qu'avec vos tracteurs, vous avez une force de frappe phénoménale si vous envahissez Bruxelles, par exemple. Oui, mais là, de notre côté, c'est notre outil de travail. Il ne faut pas non plus qu'on l'abîme, quoi. Il faut rester logique. Au prix du tracteur d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse les biesses. Ça coûte combien un tracteur en moyenne? Tracteur de 270 chevaux, 200 000, facilement. Une maison, quoi. Ouais, une petite maison.
une petite maison, hein, parce qu'une maison aujourd'hui, Ouais, tout a augmenté pour tout le monde. Donc, mais il y a quelqu'un qui se graisse la patte entre deux, et c'est pas l'agriculteur qui se les met dans les poches. Tout le monde fait des heures. Allez, un employé normal fait 38 heures semaine pour aller chercher entre 1700 et 2000 euros par mois. Et un agriculteur, il va faire plus de 200 heures semaine pour avoir quoi? Il n'a pas ça. Hein. Alors des primes c'est beau, hein, mais c'est rien du tout. Hein. Moi de contrôle on vous les reprend, ça sert à rien. Non, 200 heures semaine, c'est pas possible, mais vous voulez dire... Ouais mais non, mais Ouais, je veux dire, ouais, on fait un paquet d'heures par Non, parce semaine, qu'il quoi, hein, y en a qui vont sauter sur le cas. Donc ouais, vous Non. bossez comme des dingues, quoi. Mais oui, ça dépend. Ça Pour dépend un salaire des de saisons. Un salaire c'est quoi? Celui qui arrive à se dégager 1000 euros, il est content, je pense. Ah ouais. Ah oui. Et pourtant, la plupart qu'on a rencontrés nous disent qu'ils aiment leur travail, qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais on aime notre travail, c'est pas un problème de ne pas aimer ou Ouais, d'aimer. évidemment. On adore ce qu'on fait, autrement on ne le ferait pas. Hein. Il faut être con pour faire les heures Ouais, qu'on c'est pas une fait. contradiction d'aimer son travail, mais d'avoir très, très dur à en vivre. Voilà, c'est le problème, c'est de pouvoir en vivre. Parce que les femmes à côté, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'on trime pour ne rien avoir? Et vous attendez quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui ici? Ben, ce serait bien qu'il y ait quelque chose de Parce que souvent, solide et durable, quoi. souvent c'est suivi de rien. Soyons... Bon, c'est suivi de rien, oui. C'est ça qui est malheureux. On promet, puis il n'y a rien qui vient derrière. Et qu'est-ce que vous attendez ce soir? Je vais parler de l'RTBF ou d'RTL, des reportages qui feront réfléchir les gens ou... Ce serait déjà bien, oui. Allez, les magasins qui se vident, ça fait un peu de l'image, je pense. Hein, C'est le cas, il y a des rayons vides, des il y magasins a des vides. rayons vides à gauche et à droite. Et donc voilà, mais au fur et à mesure... Ben, Et jusqu'à quand vous allez rester? Bon, ça je ne saurais pas le dire, mais voilà, il faut pas lâcher en tout cas. Ok, merci beaucoup, hein. Courage. Merci. On va faire la rue du Luxembourg. On va faire la rue du Luxembourg. Monsieur, le bourgmestre d'Ixelles, monsieur Doulkeredis, que vous voyez là, qui regarde de loin ce qui se passe. Dire aussi ça. Ouais. On est ici avec de jeunes agriculteurs qui vont se présenter et dire un peu dans quel secteur ils sont l'agriculture. Donc voilà, moi c'est Nicolas, je viens de la région de Gerpine. Je suis éleveur de blondes d'Aquitaine, de moutons et de poules pondeuses. Et on est venu ici pour revendiquer un peu notre travail, pour être mieux soutenu et pour avoir un prix juste. Et donc voilà. Et, et surtout, on est venu sans syndicat. Ah, on va en parler après. Oui, voilà, moi c'est Louis Lebrun, je suis indépendant dans l'agricole aussi, je fais des remplacements, des prestations de services. Donc j'aide les agriculteurs à établir leur boulot correctement. Et c'est quoi être agriculteur aujourd'hui en 2024 être jeune agriculteur, c'est le bonheur? C'est le bonheur, oui, sans faut pas se le cacher parce que c'est notre Le boulot quoi? Eh bien. C'est notre rêve depuis qu'on est petit, on le réalise, donc c'est le pur bonheur. Après tout le restant, allez, on est malmené. Par On est les seuls, que les produits qu'on vend, on décide pas du prix, c'est le prix qui est fixé, quoi. À part si on a un petit magasin local à la ferme, quoi. Je pense que, si je peux dire un mot, c'est le plus beau métier du monde, avec toutes les contraintes possibles et imaginables, aussi bien au niveau administratif, au niveau financier. C'est vraiment... je pense qu'on ne peut pas imaginer un métier avec autant de contraintes, parce qu'on est pris dans le système où il faut toujours rentabiliser. Et quelquefois, ça coince parce qu'on n'est pas payé au prix juste, et c'est ça qu'on revendique aujourd'hui, quoi. Ouais, donc c'est un super métier, mais invivable en gros, paradoxalement. Presque invivable. Qu'est-ce que vous pensez du rassemblement ici aujourd'hui? Rassemblement aujourd'hui, c'est vraiment du grand n'importe quoi parce qu'on est bloqué, on est coincé comme des rats. De toute façon, on ne partira pas de Bruxelles comme on voudrait. De toute façon, on va être escorté. La police, ils sont tout à fait avec nous. On n'a rien contre eux.
Mais de toute façon, que ce soit les deux syndicats principaux, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Donc c'est nous tenir ici et nous... Une fois de plus, c'est vraiment... Oui, nous prendre pour des cons une fois de plus, parce qu'ils savaient très bien où ils allaient... C'est un accord entre les syndicats, la police et la politique? Je ne suis pas sûr que ce soit un accord entre eux, mais ils savaient très bien ce qui allait se passer. On est pris ici. Ils savaient bien, évidemment, qu'il n'allait rien se passer ici, mais on le savait aussi au début. Vous vouliez aller où à la base? On voulait se montrer. Et la seule chose qu'on voulait faire avec eux, c'était communiquer, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas les possibilités de le faire tout de suite. Et ici, vous êtes confinés, quoi? Ah oui, exactement. On est pris ici sur la place, on met de la musique. C'est vraiment, encore une fois, pour nous prendre pour des cons. À Schumann, il n'y a rien, par exemple, c'est vide. Non, on a essayé justement, un petit groupe tantôt, on s'est décalé, une trentaine. Parce qu'on a ici, ce matin, on s'est bougé, mais on n'avait pas réponse à nos revendications. On a essayé parce qu'on sait bien que c'est là-bas que ça se passe. Et on était bloqués à tous les carrefours. On a essayé d'insister, pas possible. La police est avec nous, ils comprennent nos revendications. Ouais, mais ils obéissent. Ils obéissent de toute façon, ils n'ont pas le choix. Voilà, ça doit venir d'au-dessus, mais c'est malheureux de ne pas savoir parler correctement avec les gens à qui on devrait avoir affaire. Encore une fois, on est pris pour des moutons et pour des cons. Ouais, en gros, ils vous prennent pour des cons. Et alors, est-ce qu'il y a une division entre les vieux agriculteurs et les jeunes agriculteurs? Non. Et s'il y a des divisions, quelles sont-elles, quoi? Il n'y en a pas du tout. Tout le monde est mélangé. Et même que ce soit wallon, flamand, tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de division, il n'y a rien, quoi. Ouais, mais disons, il y a des petits agriculteurs qui sont en bio, permaculture. Je pense qu'on est tous impactés d'une manière ou d'une autre, de la même façon. Et on est tous là ici pour nos droits. Et on est tous ensemble de toute façon. On fait le même métier. Et il faut qu'on soutienne de toute façon. Jusqu'au bout? Oui, jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Et de toute façon, nous avons même les citoyens qui sont avec nous. Donc il n'y a pas que les agriculteurs qui sont touchés, c'est le monde entier, c'est le peuple entier, c'est tout le monde. Mais vous vous rendez compte que le politique va tout faire pour éteindre la contestation, quoi? Ils vont tout faire pour qu'on ferme notre gueule, ça c'est sûr. Mais après, de toute façon, c'est eux qui ont le dernier mot et ils font ce qu'ils ont envie et puis voilà. Ouais, vous avez dit tout à l'heure, pas syndiqué, c'est important pour vous de ne pas être syndiqué? À l'heure actuelle, quand on voit le bordel qu'il y a ici, ça n'a plus d'importance. Ouais. Ça a moins d'importance qu'à l'époque. Ici, les syndiqués sont pris dans le système aussi. Rentabilité, comment est-ce qu'on va dire, ils sont pris, ils n'ont pas le choix. Ils sont avec les politiques. Ils ne vont pas aller à l'encontre de ce qui, eux, leur rapportent. Et c'est ça qu'en Wallonie, il nous manque un bon porte-parole pour nous représenter avec les mots justes qui touchent toute la population. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de discours où on se sent galvanisant. Tout le monde se sent... C'est un peu merci tout le monde d'être là, c'est chouette, vive les Espagnols, vive les Italiens. C'est ça, exactement. C'est pas du tout comme ça. Ouais. La France et les syndicats qui sont là, et ils suivent, ils font des belles actions. Et les syndicats sont derrière, quoi. Et depuis le début, parce qu'ici, il a fallu attendre qu'on se mobilise en attendant d'avoir des réponses. Quand vous êtes arrivé ici il y a 3 jours, 4 jours, début de semaine, et c'est 2 jours après que des fédérations de jeunes agriculteurs notamment sont bougées en disant on va aller à Bruxelles, mais c'était déjà fait. Donc à un moment donné, c'est vraiment du foutage de gueule aussi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et le rôle des médias du pouvoir là-dedans, comment vous les considérez? La RTBF, RTL, qui... Nous, personnellement, on n'a rien contre eux à l'heure actuelle parce que tous les reportages qu'ils ont faits étaient bien. Maintenant, après, on verra bien les fonds et de toute façon, ils tournent leur reportage comme ils en ont envie. Donc, et s'ils n'ont pas envie d'entendre quelque chose, ben ça, c'est pour tout le monde, ils le coupent. Et puis voilà. Parce que vos revendications, elles sont pas nouvelles. Et donc, on les a pas beaucoup vues, évidemment. Ils font partie aussi du système que vous dénoncez, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ça, comment elles ne sont pas nouvelles. Et puis il n'y a pas que des revendications aussi. Quand on voit le prix du baril de mazout et quand on voit le prix du mazout qu'on le paye, il y a vraiment un problème quelque part. Allez, c'est pas possible autrement. L'argent, il va où? L'argent du mazout, c'est tout pour l'État. Toujours les mêmes qui s'enrichissent et voilà, c'est un surplus de tellement de choses que... Ouais, les parlementaires viennent encore d'augmenter leurs frais. Et voilà, donc les riches sont de plus en plus riches, ça c'est clair. De toute façon,
Ici, le mazout, c'est une des revendications qu'on oublie, que tout le monde oublie, mais enfin, c'est important aussi. Dans le mazout, sans mazout, on fait rien. Et comment il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne. Donc, Ouais, donc pas mal de déceptions quand même aujourd'hui. Honnêtement, oui. Franchement, oui, c'est malheureux de ne pas savoir parler. Oui, non, s'exprimer librement, c'est même à la limite de la démocratie, parce que bloquer tout avant qu'on arrive, c'est même pas... C'est franchement pas correct. Ils sont bons en tout cas, les Belges, pour organiser et mettre la police et les politiciens, mettre les manifestants où ils veulent les mettre. Ils avaient fait déjà ça pendant les manifestations Covid, avec les gilets jaunes. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les syndicats ne veulent pas de porte-parole qui parlent bien, qui disent des choses vraies, qu'ils ne surgissent pas, parce qu'il y en a qui parlent bien, quoi. c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà, Ils veulent dire ce qu'ils veulent et ce qui leur arrange, et puis c'est tout. Et allez, c'est comme ça. S'ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Et ainsi, ils font parler. C'est que la même personne qui parle. Et au moins, c'est sûr et certain que c'est la même chose qui est dite. Et puis voilà. C'est tout pour leur gueule. Et on oublie une grande partie des agriculteurs qui sont dans la merde, entre guillemets. Moi, personnellement, si on m'aurait dit tu restes un jour de plus là et puis tu rentres chez toi, si on m'aurait dit ce qui s'était passé aujourd'hui, je l'aurais fait. Hein. Si on est là depuis 4 jours. Et pour qu'il se passe ça, personnellement... Ouais, il se passe rien. Ah non, il se passe rien. C'était encore beaucoup mieux de rester là-bas et d'avoir tout le monde qui venait nous voir et avoir le soutien des Bruxellois et tout ça, qu'avoir un bordel pareil. C'est du foutage de gueule. On est vraiment pris pour des cons. C'est cadenassé ici. On mettrait des clôtures autour de la place et c'est vraiment des moutons. Ouais, c'est des moutons en fait. On est pris pour des moutons et on n'est pas entendu de toute façon. On n'attendait pas à avoir grande décision dans ces jours-ci, mais au moins être entendu. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et, nous, on viendra vous voir là-bas. Ça va. Gerpine. Avec plaisir, oui. On reste en contact. Courage. Merci. Courage. Merci. Pas besoin de voix juste comme ça, tu vois. On avance. Intéressant quand même la manière dont on a confiné les tracteurs. Ça fait penser à OSL avec le convoi de la liberté, où ils les avaient tous acheminés, aiguillés vers l'ESL. Et en fin de compte, maintenant, ils sont tous confinés, avec sur la place du Luxembourg des agriculteurs qui font la fiesta et d'autres jeunes qu'on vient d'interviewer qui se demandent mais qu'est-ce qu'on fait ici en fin de compte, quoi. Ils nous ont bien nus. Et un agriculteur se posait la question s'il y a le feu maintenant. C'est la merde. Ouais. On disait que tout était fait au détriment de la sécurité des habitants du quartier. Et donc ils préfèrent le maintien de l'ordre que le maintien de la sécurité. Et là on est complètement dans des camions qui ne peuvent plus bouger et qui bougeront quand les syndicats et la police aura décidé. Mais là ils sont complètement bloqués au fait, ils ne peuvent plus rien faire alors qu'avec leur tracteur ils avaient une force de frappe phénoménale. Et là ils sont tous... mais ils ne savent plus bouger, regardez ici. On va essayer d'avoir quelqu'un dans son camion.
Ah, la stratégie d'épuisement propre au gouvernement. Tout est en train de se passer à Schuman, hein, où Macron est au Conseil européen et ils les ont tous confinés place du Luxembourg. Et Schuman est vide pendant que les dirigeants dirigent et décident. Les agriculteurs sont confinés. On vous laisse là, on reviendra plus tard.